Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Trick Play, le premier de la saison 2023. Avec Ryan, nous donnons le coup d'envoi de la cinquième saison The Trick Play avec la traditionnelle Week 0. Alors oui, déjà 5 ans, c'est déjà la cinquième saison que The Trick Play couvre du college football. Une Week 0, Ryan, qui nous a, comme l'an dernier, amené en Europe. Exactement, donc déjà bonjour à tous et ça fait plaisir d'être de retour sur un épisode, récap du college football parce que malheureusement, avec mon boulot, j'avais pas pu vous aider, énormément la saison dernière donc c'est un retour pour moi, ça me fait plaisir et ouais, comme tu l'as dit, Gus, bah, retour en Europe. Déjà, je pense que notre avis, il est un peu biaisé en tant qu'Européens, mais c'est toujours un gros kiff en fait de voir des matchs de college football en Europe, même quand c'est des affiches qui envoient pas forcément extrêmement de rêves, comme ça avait été le cas l'année dernière avec Nebraska ou Northwestern. Mais nous, on accueille ça à bras ouverts. Ça aide à l'expansion un petit peu du college football en Europe. Et comme d'habitude, bah, on est hyper enthousiaste de voir ça. Et j'espère que l'année prochaine, on réussira à se choper des places, Gus, pour envoyer quelques membres du podcast, afin enfin de pouvoir concrétiser un des objectifs quoi, du podcast. Et le match de l'an prochain sera Florida State, Georgia Tech. Bon, c'est encore à Dublin, mais pourquoi pas espérer dans allez, les prochaines années, un match, ailleurs en Europe? Pourquoi pas à Paris? On sait jamais, Notre-Dame a des origines françaises, tu peux faire un petit truc avec les vétérans, la Seconde Guerre mondiale, je suis sûr qu'il y a un moyen de mitonner un petit peu là pour que ça Bah, vienne, tu tu vois, le truc, c'est que par rapport à ce qui se fait via l'Allemagne niveau NFL, j'aurais plutôt dit l'Allemagne. Mais à côté de ça, je regarde un petit peu et quand tu vois un petit peu les tournées de préparation un petit peu en collège basketball, finalement, tu as pas mal d'équipes qui viennent en France. Alors après, je sais que l'apport, enfin, le basket et le foot US, c'est pas vu de la même manière aussi en France, mais finalement, je me dis que tu aurais peut-être pas tort, tu vois? Il y a pas mal d'équipes qui apprécient à chaque fois leur séjour sur Paris ou en bah, tu vois, France c'est de ça, manière générale. tu parles de séjour, je pense que c'est ça. Les matchs en Allemagne, en Angleterre, tu pas d'Américains, alors que là, dans l'Aviva Stadium de Dublin, hier, il y avait 40 000 Américains, soit, les 3/4, de la capacité totale du stade. Ce sont des matchs de college football à l'étranger pour que les fans se déplacent. Je pense que ce n'est pas le cas pour les matchs de la NFL. Ouais, c'est pas faux aussi. C'est pas faux aussi et pour le coup, effectivement, si tu prends ça sous ce prisme-là, je pense que Paris peut vraiment avoir, l'ascendant sur d'autres, villes européennes, dans le sens où on connaît l'amour des Américains pour Paris. Ça leur permettrait de vivre un petit week-end, à Paris aussi, à vivre à la française comme ils aiment le dire. Donc franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? On espère en tout cas, on espère, on croise les doigts. Heu, Ce Vas-y match, Gus, j'allais te couper. non, mais tranquille, hein, on reprend notre rythme de croisière là pour la saison. L'idée, ça c'est d'être parfait, pour l'épisode récap de la finale nationale, en début 2024. C'était le 8e match en Irlande, hein, et le troisième entre Notre-Dame et Navy. Notre-Dame avait gagné les 2 précédents. On passe au match. Alors, on va tout de suite, enlever le suspense. Notre-Dame a logiquement remporté cette rencontre sur le score de 42-3. C'est un match qui est, évidemment qui était intéressant à plusieurs égards. Le premier, c'est que déjà Navy entamait un nouveau cycle avec le départ de Kenuma Talolo, après, 16 ans de bons et loyaux services dans l'académie militaire. Il a été remplacé par son coordinateur défensif Brian Newberry, voilà, qui a fait ses changements, qui est allé chercher un coordinateur offensif, j'allais dire plus offensif, non, pas plus offensif, mais qui fait plus de passes, entendez-le dans ce sens-là parce que vous le savez, ou alors si vous le savez pas, Navy pratique la triple option et donc court beaucoup. Et à Notre-Dame, bah, c'était la deuxième saison, de Marcus Freeman, cette sorte de petite reconstruction, suite au départ, de Brian Kelly pour LSU, à l'intersaison, 2022. Donc voilà, c'était un match, qui était intéressant, pardon. Pas tant de choses à dire sur la rencontre en soi, sur les faits de jeu. Moi, je propose qu'on passe directement aux conclusions, Ryan, parce qu'on a appris des choses, surtout du côté de Notre-Dame, avec une attaque qui a été, à mon sens, hyper performante. Quelles sont, toi, tes premières impressions? Soit, tu peux être vague ou tu peux aller en profondeur. Moi, après, j'irai, placer quelques petites stats et quelques analyses de fans de Notre-Dame.
Bah, écoute, je te laisserai le côté vraiment statistique et le côté un petit peu fan de Notre-Dame. Je vais rester, je pense, dans les grandes largeurs, mais déjà, moi, un truc qui m'a plu, c'est que, vous vous êtes, comportés comme une équipe qui a les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que, tu vois, l'année dernière, moi, j'en faisais partie, hein, des gens qui attendaient de voir, vraiment l'année 2 de Marcus Freeman pour justement, juger de son niveau réel. Heu, je suis souvent plus dur avec les équipes qui ont des ambitions parce que c'est normal et là, en fait, Notre-Dame, vous avez, tout simplement joué comme une équipe qui a des ambitions et qui veut se donner les moyens d'aller au bout de ses ambitions. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans ce match, vous avez laissé, Navy croire qu'il était possible, de vous battre. Vous avez tout de suite mis la main sur le match et vous avez mis les mains sur le volant et vous les avez plus jamais enlevées, en fait. C'était, une domination nette, sans bavure, pas de panique. C'est normal en fait, c'était une journée au bureau quoi, classique et j'aime vraiment voir ça. Je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Les joueurs un petit peu, comment dire? Les joueurs stars du programme, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux en fait. Tu vois? C'était sérieux, en fait, sérieux dans les grandes lignes et c'est ce que j'attends de voir, d'un programme qui a des ambitions et petit spoiler justement après plus tard, je risque d'être un petit peu plus dur avec une autre grosse équipe qui a joué, en 7 week 0 mais en tout cas Notre-Dame franchement, j'ai apprécié de voir le match. Hem, tu connais mon avis sur Sam Hartman, c'était une recrue que j'adorais, que je suis très content de savoir que Notre-Dame, vous avez pu le J'allais y venir. récupérer Mmh. et Ouais. je sais que tu allais y venir, c'est pour ça que vraiment je vais te laisser aller un peu plus en profondeur. Mais effectivement, encore une fois, on le dit chaque année, mais avoir un quarterback de bonne qualité, ça peut te permettre, de rêver et bah, tu l'avais dit dans le one to six, on se l'était dit dans certains épisodes et même en off, mais ça faisait très longtemps que Sam Hartman, que vous n'aviez pas eu un quarterback du niveau de Sam Hartman et ça s'est vu. Tout simplement, ça s'est vu donc de très bon augure pour la suite et là, du coup, je suis impatient de voir la suite de la saison de Notre-Dame, et je suis content aussi pour Freeman parce que c'est une personne, que j'apprécie, mais qui pour moi avait encore, encore des doutes à dissiper et justement là, c'est sur cette saison-là que personnellement je vais le juger donc c'est cool de le voir commencer comme ça. C'était d'ailleurs tout l'intérêt d'être allé chercher, Sam Hartman, un quarterback expérimenté à 5 saisons, titulaire en ACC, chez les Demon Deacons, à 13 milliards en carrière, 110 touchdowns. Il a pas déçu sur cette rencontre. Alors, tant bien au niveau des stats, avec, sur 23 passes, 19 complétées, 251 yards et 4 touchdowns, mais surtout, comme a dit Ryan, une confiance et un talent, en fait, un apport qui a permis aux autres joueurs, à ceux dont on avait besoin qui se libèrent, qui step up justement et c'est notamment les receveurs, où nos receveurs ont rendu, une très belle copie, contrairement, à l'an dernier. En plus que moi j'ai plutôt bien aimé, c'est qu'on a bien alterné entre la passe et la course. On sera une équipe, beaucoup mieux comme disent les Américains, voilà, mieux balancée, entre le run et la passe. On a couru pour 191 yards alors que Navy avait le 5e run stop du pays en 2022, sachant qu'ils ont retourné quasiment l'intégralité des joueurs de la D-line. Je pense voilà, c'est, quelque chose qui vaut le coup d'être dit. Je vais pas revenir sur ce que tu as dit, voilà, sur ce que la performance de Sam Hartman, signifie pour, Notre-Dame. D'ailleurs lui qui, portait en il avait, je sais pas si tu as vu un collier avec un morceau de sa côte qui avait été retiré, en début d'année dernière quand il s'était fait opérer pour qu'on lui retire un caillot de sang avec Forrest. Tu t'en souviens, il avait été Ouais, opéré et ouais, tout, ouais, ça avait ouais. fait un petit peu peur, on savait pas Ouais, trop ce qui s'était passé. j'ai vu Voilà, le collier. Bah, moi, personnellement, je trouve ça creepy un peu. Tu sais, les joueurs, les athlètes en général, tu as beaucoup de superstitions. ah bah, ça Ah, je sais pas, moi, je trouve ça creepy, genre, c'est bah, pas le tu vois, truc que moi je c'est ferais, tu vois? on parle d'athlètes là, par exemple, je regardais les championnats du monde d'athlétisme et d'ailleurs on enregistre quand le relais 4x400 mètres français, est allé chercher la médaille, d'argent. Il y a aussi des athlètes qui ont leur petit carnet, leur journal intime, qui dorment sur la piste et cetera. Voilà, il y a plein de petites superstitions comme ça, ouais, c'est un peu creepy, je suis d'accord, mais il y en a certaines qui sont drôles. Voilà, ce que ça signifie pour Notre-Dame, c'est qu'on a le droit de rêver maintenant. Nos espoirs, en fait, qui étaient que des expectations, en gros, des suppositions,
avant ce match-là et bah, maintenant on les a matérialisés. Alors est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas, peut-être pas, mais au moins on a le droit d'y croire et je pense que c'est, le plus impressionnant le plus important et la dernière chose sur laquelle je voulais terminer, c'est que notre run stop a également été bon parce que Navy a couru pour seulement 128 yards, soit 2,7 yards par rush, c'est à peu près 3 fois moins de ce qu'ils font en temps, normal et c'est à noter parce que, voilà, les programmes qui courent la triple option, courent beaucoup plus et je pense que c'est à mettre au crédit de cette ligne défensive qui a aussi beaucoup de choses à prouver. Maintenant, on attend de voir face à des équipes qui ne pratiquent pas la triple option, notamment sur le pass rush. On en a assez dit sur Notre-Dame, Navy. Notre-Dame recevra Tennessee State, le premier match, de son histoire face à une équipe FCS, l'an prochain, la semaine prochaine. Maintenant, Ryan, on va passer à USC San Jose State. Si les Trojans ont, comme attendu, sorti une très belle partition offensive, hein, avec pas moins de 56 points inscrits, ça a été plus difficile du côté de la défense. Est-ce qu'on commence d'abord par le mal avant de parler de ce qui s'est bien passé? Parce qu'il y a aussi eu des choses très Bah positives. bah, écoute, je te propose à la rigueur de te laisser, parler un petit peu du match, tu vois? Comme j'ai pu le faire avec Notre-Dame. Parce que comme je t'ai dit, moi je vais être, peut-être un petit peu plus, corrosif dans mes propos. Donc je préfère que, toi tu parles un petit peu d'un point de vue peut-être un petit peu moins, dur. Tu sais que moi j'ai On fait vraiment ça, tendance à, comme je t'ai dit, les bonnes équipes, j'ai tendance à vraiment être plus dur avec eux. Donc, je préfère peut-être que toi tu parles un petit peu de manière on fait ça, on fait ça. plus objective, on dirait. Mmh. Non, objectif, je pense pas que ce soit le bon terme. Disons que je vois plus là, enfin, après c'est mon optimisme, débordant, en ce qui concerne le college football qui prend peut-être le pas, à juste Débordant et titre ou non. ouais, naturel quoi, tu vois? Non, Caleb Williams a encore sorti une grosse partie avec des belles actions, un 4 touchdowns, 278 yards, notamment, sur un snap, mal négocié où il arrive à ramasser le ballon et à balancer une bombe pour Taj Washington, son receveur. Une très, très belle action. Moi, ce qui m'a marqué sur ce match, c'est, que USC a beaucoup fait jouer ses true freshmen ultra talentueux, notamment, Ryan, Zachariah Branch, joueur dont, Guillaume nous parle beaucoup maintenant depuis plusieurs années. Bon après, Depuis plusieurs c'est années, c'est et oui, il est c'était vraiment pas extraordinaire. c'était pas le scoop du siècle, hein, parce que Zachariah Branch, ça fait, des années qu'on sait qu'il allait être le meilleur receveur de la classe 2023, hein. Je rappelle 5 étoiles, 4e joueur national et 1er receveur. Le genre de joueur shifty que tu adores voir, hein. Il a inscrit 2 touchdowns, dont un sur, retour de kick-off, 4 réceptions, 58 yards et une course 12 yards. Voilà, ça a été un match énorme. Il a réussi en fait à dégager des réceptions alors qu'il y avait une grosse concurrence, sur le banc, les Dorian Singer, les Taj Washington, tout ça. Donc voilà, ça c'est aussi un joueur qu'il va falloir suivre là les prochains matchs parce que, c'est des playmakers et on sait tous que les playmakers et bah, ce sont eux parfois qui, débloquent, les situations sur un match. Quand USC, peut-être comme l'an dernier face à Oregon State, aura du mal dans un 4e quart-temps et bah, c'est peut-être le joueur à qui il faudra passer la balle sur un screenplay et le laisser faire pour aller, gratter ses yards, nécessaires. On parle de la défense, Ryan, hein. Je sors, 2 statistiques avant que toi tu partes, sur une analyse, de ce qui s'est passé. Voilà, défense toujours aussi perméable, 396 yards encaissés, 198 à la passe et 198 à la course. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors même si moi, de mon côté, j'ai vu des flashs incontestables avec des très bons joueurs, notamment peut-être que toi tu connais, je suis sûr que tu connais, c'est Mason Cobb, tu sais le linebacker, l'ancien joueur d'Oklahoma State qui a été Mmh. assez bon et aussi Anthony Lucas et bah, il y a eu trop de trous d'air et voilà, ça ternit en fait les prestations de ces 2 joueurs. Comment expliquer cela? Pour le rappeler et après, comment tu vois USC s'améliorer sur ce point? S'ils le peuvent. Bah, ils le peuvent, hein. Ils le peuvent, et je pense qu'on a déjà donné la raison et que tout le monde la connaît, hein. Il faut se débarrasser de ce corps d'ODEF qui leur fait défaut déjà depuis, depuis une saison, mais même déjà avant à Oklahoma avec Riley. Mais, mais tu l'as dit, il y a vraiment des moments où il y a des flashs qui sont incontestables. Mais pourquoi? Parce que cette défense regorge de talent, en fait. C'est du talent, il y en a sur toutes les lignes, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement mal, heu, utilisés que, bah, derrière, ouais, il y a pas de secret. En fait, franchement,
Pour l'instant, je vais rester juste sur le côté, défensif parce que sur le côté offensif, je m'attends à avoir des contre-arguments, notamment parce que, voilà, il y a eu beaucoup de points et que quand on regarde la feuille statistique, j'entends que ça peut être compliqué de dire que leur défense a pas été au niveau. Donc ça, j'y reviendrai après. Mais défensivement, c'est une honte. Défensivement, c'est honteux, surtout que en face d'eux, ils ont le modeste, San Jose State, San José. Ça bosse bien, hein, attention, ça bosse bien. Il y a aussi des joueurs de talent, notamment leur quarterback qui fait un très bon match, leur receveur numéro un aussi. Mais dans leur défense, il y a pas de superstar comme il peut y avoir du côté de USC. C'est pas le même recrutement et en fait, bah, sur le même match, tu vois une défense de San José qui met quand même des bâtons dans les roues à l'attaque de Lincoln Riley. À la fin de la première mi-temps, il y a 21-14. L'attaque est vraiment pas, reluisante. La O-line se fait bouffer de partout. Caleb Williams, pareil, si tu regardes une feuille si tu regardes seulement la feuille statistique, tu pourrais te dire qu'il a fait un très, très bon match. La vérité du terrain, c'est qu'il a quand même eu vachement de mal sur certains jeux. Il est vraiment mis en galère, il se fait saquer. Sur l'action que tu disais où il envoie là la bombe, sur le snap un petit peu gâté, bah, c'est le coverage qui se perd un petit peu justement en voyant le fumble et du coup, réflexe de Caleb, c'est de s'appuyer sur son gros bras et de lancer un punt et tu as 2 receveurs qui sont absolument solo. Mais même cette offense, elle a mis du temps à se mettre en route. En deuxième mi-temps, par contre, j'ai rien à dire. En deuxième mi-temps, Lincoln, il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire, utiliser ses talents monstrueux en attaque, les mettre dans les meilleures dispositions et ça a roulé tout de suite beaucoup mieux. Mais ouais, c'est vraiment quand tu vois le comparo entre cette défense de San José et cette défense de USC que tu te dis: «Mais c'est un scandale» et en fait, le cordeau def de San José, tu lui donnes les talents qu'il y a de l'autre côté, le match est pas du tout le même et en fait, c'est le même problème. On en parle et je me répète et on va rester dans cette boucle infernale encore, bah, pendant un an ou même plus, jusqu'à ce que Lincoln fasse un choix qui, je suppose, est dur, hein, parce que c'est quand même son gars, hein, Grinch. Mais en fait, au bout d'un moment, si Lincoln, il veut vraiment, aller chercher son titre, il va falloir passer par un moment difficile et couper les liens avec ce mec-là parce qu'il il te tire vers le bas, mais tout le programme, en fait. C'est scandaleux et vraiment, ils se sont fait rouler dessus à la course. Plus effrayant encore, ils se sont fait rouler dessus à la passe. C'est-à-dire que vraiment, Alors il y a toi, il y a alors ça là je te contredis, pour moi le plus effrayant c'est la course. Parce ah que, pour moi, c'est un tout, Sandro Gus. non, non mais, oui, non mais tu vois là, il faut si on doit faire une hiérarchie, je mets la course devant parce que l'an dernier, San Jose State était, parmi les 10 pires équipes à la course et bon même si c'était l'an dernier, ça veut dire quelque chose et le fait d'avoir pris, 200 yards et bah, c'est trop. Non, mais c'est surtout, c'est avec la manière. C'est pas encore une fois, c'est pas juste une question de statistique. C'est vraiment, il y a des moments dans le match où tu vois cette défense de USC s'ouvrir et vraiment, tu n'as plus personne sur une course intérieure, hein, donc sur des courses type dive, tu sais, des courses qui, techniquement, quand tu balances ces jeux-là, tu t'attends à aller chercher 3 yards et allez, si tu en prends 4, c'est vraiment bien, genre, c'est extraordinaire. Bah, en fait, le mec court plein centre et d'un coup, en fait, tu te rends compte une fois qu'il a passé, les tranchées, il y a plus personne autour sur, 10-15 yards. C'est pas possible de jouer comme ça. Si tu joues comme ça contre des grosses équipes que tu t'attends à avoir en face de toi en fin de saison, puisque USC est une équipe supposée, jouer les playoffs ou en tout cas, contender, tu vois? Mais ces équipes-là vont te rouler sur la gueule. Déjà parce qu'elles ont des O-line et des running backs bien plus talentueux, mais aussi parce que, de manière globale, elles vont mieux travailler ta défense pour faire en sorte de s'ouvrir des trous et c vraiment, on se répète, hein, mais c'est scandaleux, c'est honteux de voir ça. C'est honteux de voir ce talent gâché Mmh. parce que ça aussi, il faut le dire, hein, on a des joueurs qui, en restant dans ce genre de défense-là, vont perdre entre guillemets «de la valeur» et vont pas se montrer en fait sous leur meilleur jour, tu vois? Franchement USC ça c'est très préoccupant et encore une fois, là, ça leur porte pas préjudice parce qu'en face c'est San Jose State et qu'encore une fois l'offense elle la carry. Mais voyez ça de mon point de vue dans le sens où c'est censé être une équipe contender, donc le niveau qu'ils ont affiché là, c'est pas le niveau que tu peux te permettre d'afficher quand tu vas aller affronter des grosses écuries du college football. Maintenant et pour aller dans le sens de USC, il leur reste 5 rencontres relativement faciles,
avant de, commencer leur, calendrier véritablement où, ils se déplaceront à Notre-Dame, après tu auras Oregon, Utah et cetera. Donc qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais cordo def pour, en 5 matchs, améliorer cette défense? Moi déjà, c'est leur faire des drills pour mieux plaquer. Je trouve qu'il y a eu trop de plaquages manqués et c'est la première variable sur laquelle tu peux t'améliorer, non? Pas forcément, pas forcément. Pour moi, la première variable sur laquelle tu peux t'améliorer, c'est tout simplement le play calling. C'est mettre tes joueurs, en position tout simplement de faire des plays et d'utiliser au maximum leurs capacités pour leur permettre de briller, tu vois? Heu, Ouais, mais une action manifestement, c'est le problème de cette défense, non, le play calling? Toi, si c'est le bah, ouais, problème, pourquoi sans raison il s'améliorerait? S'il faut aller bah, chercher, tu vois parce que tu me dis si ah moi oui! j'étais cordeau, tu vois? C'est ce que Oui, mais ça c'est j'améliorerais. la solution pour que USC ait une bonne défense, tu vois? Mais bien sûr, parce que je suis désolé, il y a une action qui est symptomatique, je crois, c'est dans le troisième quart-temps ou à la fin du troisième quart, ouais, où, il y a un shift, en fait, sur l'attaque de San Jose State, donc, comment dire? En gros, il y a une espèce de motion et je crois que c'est le running back qui part se placer en receveur et le cornerback de USC glisse dans la boîte et c'était un cornerback, assez frêle, je dirais peut-être 5'11" et moins de 200 pounds, quoi. Il glisse dans la boîte et c'est le l'edge, donc le defensive end qui glisse et qui va jouer cornerback extérieur et en fait, tu vois le cornerback qui semble dire à son D-end, mais tu sais, c'est pas logique en fait. Toi, reste dans la boîte, va te mettre à ton poste et tu sais, on switch. Il se tourne vers sa touche et visiblement, en fait, bah, tu Grinch qui a dû leur dire de non, genre restez comme vous êtes et c'est complètement con parce que ça, c'est le genre d'action où en fait, tu vas te manger un big play parce qu'un edge ne pourra pas couvrir de la même manière qu'un corner ou inversement, si ça court dans la boîte, c'est pas ton corner qui est fait pour jouer dans la boîte, tu vois? C'est cette action-là, elle était symptomatique du du problème Grinch et du problème, en fait, des mauvais corps de def, tu vois? C'est donc ouais, non, moi, si tu me disais quoi changer si j'étais cordo, ça serait, ouais, le play calling. C'est le premier truc. Parce que tu peux leur faire bouffer autant de drills de plaquage que tu veux, hein, Gus, autant de drills de couverture, de ce que tu veux. Fais-leur bouffer du physique afin qu'ils soient plus durs au plaquage, plus forts, qu'ils puissent mieux se séparer. Si tu appelles des jeux de merde, bah, tu vas quand même te prendre des TD dans la gueule, en fait, et tu vas quand même te prendre des big plays et on l'a vu, tu vois? C'est le problème de USC et j'ai peur que ça soit ça encore toute la saison et je pense que je vais encore vriller deux trois fois cette saison en regardant USC. Bref, USC, on leur donne encore le bénéfice, du doute parce qu'on regarde, du college football et que, on a envie que USC réussisse tout de même parce que si USC réussit dans une Pac-12 hyper compétitive et c'est paradoxal parce que c'est la dernière année de la Pac-12 et ben, on sera tous gagnants, les téléspectateurs et le niveau, de la Pac-12. Côté, San Jose State, moi j'ai trouvé assez, intéressant, les, Spartans et notamment, Chevan Cordeiro, l'ancien quarterback d'Hawaï qui nous sort, bon, il a eu un petit peu du mal à compléter ses passes, mais voilà, c'est un mec qui va te faire des plays, quoi. 198 yards et 3 touchdowns. Je pense notamment à une course de 26 yards en 3e et 22, bon, bien aidé par la défense de USC. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa et ça m'étonnerait pas que San Jose State aille faire mieux que la 5e place qui leur a été attribuée par le Mediapol de la Mountain West. Je sais pas ce que tu en penses rapidement avant qu'on passe au prochain match, mais Ah ben moi en plus, je suis leur complètement uniforme était trop cool. je suis complètement d'accord avec toi. Je pense vraiment que Cordero a fait un très bon match. Je pense qu'avec encore un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de coaching, ça peut, vraiment devenir un quarterback solide de college football. On le dit assez, on le répète assez, quand tu as un bon QB, ça te permet de faire des jolies choses et vraiment il y a une très, très bonne entente entre lui et ses receveurs. Notamment, bah, le receveur 1 que je te disais, Nick Nash, que moi j'ai trouvé particulièrement bon et d'ailleurs c'est lui qui réceptionne les 3 touchdowns hier soir du coup, dont un catch qui est extrêmement difficile, qui prend 2 temps, diving catch en plongeant et tout, vraiment techniquement, si vous voulez, parlez-en avec Guillaume, il sera plus à même de vous dire à quel point le catch est extrêmement difficile à réaliser. Mais ce que j'ai aimé, c'est que, ouais, voilà, justement, tu as Nick Nash qui finit à 6 réceptions, mais derrière, il a pas délaissé Charles Ross, qui était son deuxième receveur, en lui mettant aussi 5 réceptions et il a distillé un peu de ballon par-ci par-là. J'aime bien, j'aime bien. J'aime franchement, c'était cool à voir.
Je plus sois, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. On va pas rester sur la sur la côte ouest parce que cette année, c'est pas Vanderbilt qui s'est déplacé, mais Hawaï. Hawaï est parti du côté du Tennessee à Nashville pour y affronter les Commodores et c'est pas passé loin parce que Vanderbilt a remporté le match 35-28. Ryan, ça c'est un match hyper intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder pas en replay, hein, évidemment, mais en résumé le lendemain. Ouais, moi je me suis tapé du coup tout le match, tout à l'heure. Alors déjà un truc qui me choque, c'est ta prononciation de Commodore. Pourquoi les Commodores? Ah, je sais pas, mais en fait, tu as raison, je le dis, comme les Anglais alors que je peux le dire en français. Oui, Non mais complètement. tranquille, c'est pour te faire chier, c'est juste pour te faire chier. Ouais, match hyper agréable. Bah, comme on l'avait dit dans le one to six, franchement les 2 équipes sont vraiment en train de très bien se reconstruire. Enfin, très bien se reconstruire avec leurs armes, hein, entendez-moi. Mais une fois de plus, cette année, on va avoir un Vanderbilt qui va pas être forcément, facile à aborder. Hawaï, ça se reconstruit aussi vachement bien avec leurs armes et ouais, match hyper plaisant. Après, je t'avoue que j'ai pas spécialement d'action, incroyable. Si, Mmh, il y a le retour de coup de pied de McGovern, je crois, qui est le returner de McGowan, ouais. Vanderbilt. McGowan, Jaden McGowan, McGowan. ouais. Ultra Et explosif, c'est ouais. typiquement le joueur de SEC, très physique, changement de rythme et tout, très, très beau retour de coup de pied. Mais sinon, ouais, il y a pas de, j'ai pas le souvenir comme ça d'une action hyper mythique ou quoi, mais dans l'ensemble, c'était un match quand même vachement ouvert, avec, des plays bien réalisés. Donc, si vraiment vous avez envie de vous faire un match là en attendant les matchs de la week 1, franchement, je vous le recommande ou à la rigueur comme a fait Gus, c'est-à-dire en regardant un résumé d'une vingtaine de Ouais, minutes. ça dure 10 Mais, minutes sur YouTube. mais ouais, Et franchement, très bon match, très plaisant. vous verrez qu'à 3 minutes de la fin du 4e quart-temps, Hawaï a failli réaliser un onside kick. Le problème, c'est que le joueur qui a recouvert le ballon était, sorti de quelques centimètres, du terrain, donc voilà, il a été annulé. Ça aurait permis de mettre, Hawaï dans de bonnes dispositions et après, en fait, sur le jeu suivant, oui, enfin sur l'action suivante de l'attaque, il restait pas assez de temps à Braden Shager, le quarterback, et donc du coup, il a forcé et s'est fait intercepter. Et Braden Shager a fait un beau match malgré ses 2 interceptions, hein, avec, une fiche de stats à 27 sur 35, 351 yards et 3 touchdowns. Voilà, c'est le on dit toujours Hawaï, c'est un programme qui a toujours des beaux quarterbacks, là, ça marche par tranche de 5 ans. En plus, il a un bon receveur, Steven McBride, l'ancien des Jayhawks de Kansas, à 98 yards et 2 touchdowns. Et côté Vandy, si je dois, tu parlais de Jayden McGowan, tu as aussi Will Shepard, mais ça pour le coup, il est plus connu, qui a fait un gros Ouais, match Shepard qui a fait un bon match, ouais. avec 2 touchdowns et j'ai pas peur de dire que c'est, l'un des meilleurs duos de receveurs, de sec, cette année. Du moins, c'est, à la week 0, à la week 1, un duo de receveurs, qui a déjà un petit peu prouvé, ce qui est peut-être pas encore le cas des mecs à Bama ou à Georgia, mais ça arrivera certainement en cours de saison. Non, mais On je va pense que faire une comme d'habitude, le fait vas-y. que ce soit comme d'habitude, le fait que ce soit Vandy, je pense que c'est un petit peu sous-coté, tu vois? C'est pareil, c'est typiquement le genre de duo, si tu les mets dans une offense un petit peu plus, comment dire? Tu vois, un petit peu plus, coté, un petit peu plus connu avec un quarterback un petit peu plus, gunslinger, ça peut vraiment envoyer des jolis stats, je pense. Et Algy Swan, le quarterback de Vanderbilt, a aussi fait un match sympa à 19 sur 30 à la passe, une 300 de yards, c'était cool. Petite pause dans notre résumé des matchs, Ryan, on va partir sur un débat. Alors, là, je vais débiter et après tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a 3 nouvelles règles en college football pour réduire le temps des matchs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que ça passe, que cette idée passe par la tête de la NCAA, hein. Elle avait déjà en 2006 voulu réduire la durée des rencontres avec, 2 changements de règles. Le premier, bah, sur le coup d'envoi, le chrono démarrait lorsque le ballon était botté et non lorsque l'équipe receveuse le touchait. Donc du coup, en fait, ce que l'équipe qui recevait le ballon, voilà, usait de cette règle pour, prolonger le temps de jeu à la fin de la première mi-temps ou, du 4e quart-temps. Et à chaque changement de possession, le chrono démarrait lorsque l'arbitre mettait le ballon au sol, en fait, comme en NFL et non quand le centre snappait. Ça avait eu pour conséquence de réduire de 10 le nombre de jeux, hein, sur la saison 2006 et de 14 minutes la durée d'un match. Mais un an après, la NCAA est revenue sur la décision face aux critiques, notamment des coachs.
Et là, voilà, la NCAA est revenue avec de nouvelles idées pour 2023 avec les 3 règles suivantes. Je les précise, Ryan, tu me dis si, j'ai pas compris ou alors si, j'ai pas assez bien expliqué. La première règle, c'est que l'horloge continue à tourner après un first down, sauf lors des 2 dernières minutes de chaque quart-temps. Ça, c'est la règle la plus importante. Deuxième règle, impossibilité de prendre plusieurs temps morts d'affilée. Voilà, Ryan, est-ce que pour cette deuxième règle, qu'est-ce que tu en penses rapidement? Et je passe vite fait à la troisième. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire ou est-ce que tactiquement, ça a un intérêt pour les coachs de prendre 2 temps Heu, morts d'affilée? Est-ce que tu as alors un exemple, par exemple? tactiquement, pour moi, ça peut avoir un intérêt, mais c'est tellement situationnel que En fait, voilà, franchement, tu peux interdire, quoi. bah, ouais, en soi, vraiment, même Mmh. toi, est-ce que de mémoire, tu as un match Non, comme ça où un coach a fait usage de plusieurs temps morts d'affilée? Non, c'est mais j'ai pas très, très, très l'expérience, rare. mmh, Non, mais même c'est hyper rare. ouais. Je crois la seule fois où j'ai vu ça, c'était soit pour freeze un kicker en fin de match 2 fois, soit pour, parce que je crois que le mec en fait a pris un temps mort pour installer un trick play. Il avait envoyé son équipe sur le terrain et ça commençait à, tu sais, les mecs n'arrivaient pas à se placer et tout, donc il avait repris un temps mort. Mais je crois que j'ai dû voir ça 2 fois peut-être dans ma vie, voire peut-être moins. Franchement, pour moi, c'est anecdotique. OK. Alors oui, il y a peut-être un intérêt, mais comme je te dis, c'est tellement situationnel qu'en vrai, c'est pas un truc que nous, en tout cas, on va pas en ressentir l'effet du tout, je pense. Mais genre vraiment pas du tout. Peut-être contrairement à la troisième règle, alors, c'est l'explication de Guigui parce qu'en fait, vous le savez tous, à la fin, avant, en fait, si à la fin de chaque quart-temps, l'horloge était à 0, mais qu'il y avait une faute sur la dernière action de ce quart-temps, tu pouvais pas finir sur un flag, ce qui faisait qu'il y avait un jeu gratuit en quelque sorte. Cette règle restera, en fin de deuxième quart-temps, donc pour la mi-temps et en fin de quatrième quart-temps pour la fin du match. Mais désormais pour le premier quart-temps et le troisième quart-temps, il y a pas d'action gratos. Ça veut dire que, cette faute, voilà, sera, enfin ça sera sur la première action du quart-temps suivant. On retrouvera les conséquences sur la première action du quart-temps suivant. C'est, la troisième règle. Alors, vous allez vous dire, sur ce petit échantillon, de 7 matchs, donc les 7 matchs de la week 0, ça permet pas de se donner une idée. Mais, là, ce week-end, on a eu une moyenne de 63,3 jeux par rencontre pour une durée totale de 3h24. Alors qu'en 2022, sur les 896 matchs de FBS, on était sur une moyenne de 8,7 jeux et des matchs à 3h27. Ce qui veut dire qu'on a perdu 5 jeux par match, mais on a seulement perdu 3 minutes de durée totale des rencontres. Heu, je suis pas devin, hein, je fais pas de procès d'intention, mais quand tu réduis un match de 3 minutes alors qu'il y a 5 jeux en moins, c'est que le temps, excédentaire, tu l'as foutu dans de la publicité, Ryan. Bah, c'est ce que je comptais, j'allais y venir en fait, c'est-à-dire que pour moi, les règles là, déjà, elles s'attaquent au mauvais, comment dire? À la mauvaise ligue. Dans le sens où, je sais pas pour toi, hein, Gus, mais moi, je me suis jamais foutu devant des matchs de college football à me dire: «Putain, Faut que c'est ça long». aille vite. Ouais, Ouais, de ouf, pour moi, de les ouf. matchs étaient vraiment en soi, hein, les matchs étaient toujours courts, condensés d'action. Les seuls matchs qui étaient un petit peu longs, c'est les matchs en pleine nuit, tu vois? Qui vont jusqu'à 2, 3, 4, 5 overtime. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté du sport. Heu, je me suis jamais posé devant un match de college football en me disant: «Putain, c'est long». Genre les matchs toujours, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On a très peu de pubs. Donc le délire de vouloir raccourcir le temps en enlevant du clock, machin, nin nin, déjà, pour moi, c'est tu t'en prends la mauvaise ligue. Tu sais Je te le dis clairement, c'est tu sais pour quoi? moi, le Moi problème, c'est la NFL. ouais, enfin, Vas-y, je pense dis-moi, que Gus? juste sur le fond, ça vient d'une idée, très boomer et on la constate dans le foot européen aussi, qui consiste à dire et c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts pour réduire le temps de jeu, même au rugby, hein, c'est pareil en top 14, si vous regardez bien maintenant, ça va encore plus vite. C'est, les jeunes sont sur leur téléphone, ils regardent des stories, des TikTok, ils sont sur Twitch, ils veulent que ça aille vite. Il faut faire des matchs de foot, qui durent 60 minutes là, comme la ligue de, Gérard Piqué, bon je sais pas si c'est 60 minutes. Donc du coup, voilà, on va, réduire le temps de jeu effectif parce que, les jeunes sont pas capables, c'est très paternaliste, hein. Les jeunes ne sont pas capables de s'y intéresser. Donc du coup, on va leur faciliter la tâche, quitte à, bon là, ça tue pas le sport en soi parce qu'au final, on est d'accord que c'est une règle qui existe en NFL, hein,
l'horloge, qui, continue à tourner après un first down. Mais voilà, il y a un côté très paternaliste que moi que je dénonce, et que j'aime pas du tout et moi ça m'emmerde parce que tu vois, là, l'autre jour quand ça marque mal lancé, enfin j'avais envie que ça dure longtemps, tu vois? Que ça rajoute 20 minutes de plus, bah, pour moi, c'était pour mon plus grand plaisir et j'étais un petit peu frustré à la fin du premier quart-temps que qu'il se finisse aussi vite. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr et mais après j'ai envie de te dire ça c'est un débat, on pourra en parler, pendant des heures parce que tu peux le voir sous plein de d'angles différents. Tu as des équipes, Exact. que ça va pas du tout déranger parce que c'est des équipes qui sont habituées à jouer en up tempo, en no huddle et que ça donc eux ils s'en tapent, tu vois? Ça va jouer, 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 ils s'en foutent, ça changera rien pour eux puisque dans tous les cas, eux, le chrono tournait quand même beaucoup. Tu as d'autres équipes que ça va vraiment gêner. Là, pour le coup, je pense plus à pas mal d'offense en SEC, par exemple, qui ont un style d'attaque un petit peu plus pro style, où ça aime bien prendre son temps, laisser le chrono un petit peu couler entre chaque action, tu vois? C'est un game management qui est pas forcément le même. Heu, D'un autre côté, tu peux aussi le voir sous un angle en te disant: «Mais ouais, mais on va de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite», sauf qu'au final, ça installe aussi une certaine fatigue en plus, physique, mais aussi mentale sur les joueurs, sur les coachs. Parce que tu as aussi des coachs qui parfois, bah, sont habitués à avoir leur chrono, se calmer un petit peu, ils ont le temps de réfléchir un peu plus. Là, ils vont devoir jouer, 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 jouer. On va peut-être avoir des coachs qui vont être éreintés après des saisons de foot, même pour nous les viewers. Quand les matchs ils vont s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner en fait sur une durée très, très courte, bah, tu vas te taper un match, ça se trouve, tu vas être cuit d'avoir regardé le match parce que, bah, tu auras pas pu faire ces petites pauses que tu avais l'habitude de faire avant. Tu peux vraiment le Ça, c'est prendre en vrai, fait ouais, tu de peux, ah, c'est vrai, ouais. bah, ouais, tu Ouais, vois? je vois C'est ce que tu veux nous, dire. par Mmh. exemple, nous, on est habitués à avoir trois matchs, on va dire en moyenne par journée de collège football. Moi, ça me fait mal Putain, à la tête, là, à la fin. si les matchs, ils se passent en une heure Mmh. trente, tu ce qu'avant tu avais en 3 heures, tu sais, c'est pareil, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Dès qu'il y a une pause, une pub, dès que la pub, elle se finit, ça reprend vite, vite, vite. Tu sais, tu l'appel des jeux, vite, les joueurs, ils se replacent, ils rejouent. Tu sais, c'est éreintant, en fait. C'est éreintant, que ça soit pour les joueurs, pour les coachs, pour nous. Et justement, bah, tiens, les coachs. Est-ce que toi, avec cette règle comme en 2006, tu penses qu'on pourrait observer, bah, des comportements, similaires, donc c'est-à-dire, étranges, tu vois? Comment les coachs vont pouvoir, utiliser cette règle, pour répondre à leurs desseins, tu vois? Comment tu peux tricher avec l'horloge qui continue à tourner après un first down ou avec, avec la troisième là, tu sais, s'il y a pas d'action gratos après une faute, sur le dernier jeu du premier ou du troisième quart-temps? Est-ce qu'il y a un Bah, moyen moi, de contourner de déjà, la 3e, je pense pas, parce qu'ils ont gardé l'essence du truc, c'est-à-dire, pas de fin de mi-temps ou de fin de match, sur un flag. Donc en fait, on gardera ces petites, comment dire? Ces actions coup près où tu peux pas te permettre, en fait, de faire une faute parce que dans tous les mmh, cas, l'équipe va jouer son dernier jeu, tu vois? ouais, pour Elle les aura walk ce off, c ouais. c'est ça, tu vois? Elle aura cette dernière cartouche, donc je pense qu'ils ont quand même gardé l'essence. Ch Ça s'entend, je trouve pas ça trop con. La première, comme je t'ai dit, pour moi, je trouve que c'est un non-débat dans le sens où, c'est pas quelque chose qu'on avait besoin nous en collège football, j'estime en tout cas, heu, de ma modeste place, hein. Maintenant, comment les coachs ils pourraient s'en servir? Franchement, ça différera pas plus d'avant, c'est-à-dire qu'une équipe qui sait qu'elle domine, je te dis une connerie, hein, mais demain tu fais un Alabama contre, bah, Jacksonville State par exemple. Bama sait qu'elle va avoir l'ascendant sur elle normalement en termes de talent, bah, ils vont juste leur rouler dessus à la course et vu que le temps va s'égrener encore plus vite qu'avant, bah, en fait, ça donne encore moins de cartouches pour Jacksonville State de faire quelque chose, tu vois? Parce que, bah, Bama va faire que de la course, que de la course, que de la course, bulldozer en fait et déjà qu'avant comme ça, le temps s'égrenait vite, je te laisse là imaginer si en plus le chrono s'arrête plus, En fait, putain, il y a des matchs c'est limite dommage pour les petites équipes bah, oui. qui ont déjà peu de cartouches et qui en auront encore moins. C'est ça ce que tu veux me dire? Bah, ouais, parce qu'en fait, bah, pareil, hein, Ouais, j'ai pris 2 j'ai équipes compris, j'ai au compris. j'ai Mmh. pris vraiment 2 équipes au hasard, hein, histoire de dire, tu sais, on a le Oui, petit non, mais poucet et on a on a l'ogre. compris l'idée. Putain, tu déjà tu vas galérer déjà pour arrêter leur jeu au sol, pour pas dire impossible et en fait, les mecs vont Mmh. juste t'écraser et eux, on va leur rendre la balle, bah, tu auras déjà, un quart temps et demi qui sera passé, tu vois? C'est une règle pour les riches. Bah, ouais, bah, un petit peu, un petit peu. Mais en tout cas, c'est quand tu me dis comment moi, en tant que coach, je l'utiliserais, bah, c'est comme ça. OK, OK. C'est
Tu vois? Et on sait qu'on vit à une époque où tu as beaucoup de gens qui veulent voir des jeux explosifs à la passe. Bah, malheureusement, dès que tu vas vivre un match, grosse équipe contre petite équipe, ça va juste snowball le problème dans le sens où, bah, tu as la grosse équipe qui va vite marquer et ensuite quand elle va récupérer la balle, bah, elle va bouffer le temps comme une cochonne parce qu'elle peut se le permettre, tu vois? Et tu parlais de Jacksonville State. Jacksonville State a joué ce week-end pour leur première rencontre de leur histoire en SBS, la première division 1A pour les nouveaux, hein, la meilleure division universitaire. Et les Gamecocks l'ont remporté face à UTEP sur le score, de 17-14, University of Texas at El Paso. Jacksonville State entraîné par un nom que vous connaissez normalement, Rich Rodriguez. Rich Rodriguez, c'était le coach, de West Virginia en 2007 lorsqu'ils ont sorti leur saison historique et plus récemment, il a été le coach de Michigan. Bon, c'était des moins belles années pour, Michigan, ça explique d'ailleurs pourquoi il est à à Jacksonville State aujourd'hui, sans manquer de respect aux Gamecocks. Sur le match, il faut quand même noter la fin de rencontre bizarre d'UTEP avec un play calling, affreux parce que, ils étaient en position à 17-14 de passer devant et en 3e et 1, ils ont pas fait le choix de courir, ils ont fait le choix de faire une passe et en 4e et 1, ils tentent une fade. Alors, j'ai rien contre les gens audacieux et je pense d'ailleurs que, c'est une grande force du college football. Parfois, faut être un peu fou, mais, tu te déplaces à Jacksonville State, tu as besoin de cette victoire pour te qualifier à un bowl. Tu avais pas un moyen d'assurer, voilà, cette première tentative? Voilà, moi ça me laisse un petit peu perplexe, surtout qu'il restait plus d'une minute à jouer et c'était à quelques encablures de l'en-but. Donc voilà, UTEP, a été aussi très gentil avec Jacksonville State, mais qu'importe, c'est Jacksonville State qui a gagné. On, donne la palme Je aux gagnants. tu vois, je suis même pas forcément d'accord avec toi en disant qu'ils ont été gentils. C'est tout simplement que Jacksonville State est arrivé avec une agressivité, que ça soit dans le play calling ou même sur le terrain, parée à la FBS, en fait. Tu vois, les mecs ont vraiment réussi à passer cette marche. J'ai franchement, match très plaisant à voir. Peut-être pas du côté technique, mais comme je le disais pendant le 1-2-6, c'est le genre de petit match où, en fait, ce Mmh. que tu vas perdre en technique, tu vas le gagner en agressivité et en physique. Bah, ça a été ça. Les mecs jouaient comme des morts de faim. Ça se jetait sur tous les ballons. Chaque opportunité, ça l'a joué à 100. Et franchement, le visage qu'a La montré bonne Jacksonville State, c'était très agréable, Gus. Et la bonne, traduction justement de la dite agressivité dont tu parles, c'est, que sur cette fameuse fade en 4e et 1 et bah, elle est interceptée par un joueur de Jacksonville State. Donc voilà, tu as raison, Ouais, j'aurais dû ouais, ouais. le voir du côté de Jacksonville State. On a eu sinon un déplacement de UMass à New Mexico State, les Aggies à Las Cruces, dans l'État du Nouveau-Mexique et les Minutemen l'ont remporté 41-30. C'est un petit exploit, même si en Petit face on upset, n'est hein, que Gus, hein? ouais, c'est carrément un upset et un exploit, upset, utilisez le mot que vous voulez parce que, certes, New Mexico State n'est pas une grande équipe, mais UMass est une équipe nulle à chier. Dans le 1-2-6, je m'amusais de dire que sur les 5 dernières années, ils ont remporté genre, 4 matchs, en fait, un match tous les ans. Tous les ans, ils font du 1 victoire, 11 défaites et la seule victoire, elle est toujours face à une équipe FCS, de moyenne facture, on va être gentil et en plus, ils ont réalisé un carton offensif. Parce qu'en 2022, ils n'inscrivaient que 12 points par match. C'est famélique, 12 points par match. C'était le plus petit total du pays et là, sur cette rencontre et bah, ils en ont inscrit 41. Tu passes littéralement de 4 yards par jeu à 7,2. Tu doubles presque ta marque et ça, c'est vraiment super. Comment expliquer, ce résultat? Alors, tu en avais très justement parlé dans One to Six, hein, notre avant-match, sur Twitch, qu'il y a eu une injection de talent opérée par Don Brown, le head coach de UMass, ancien defensive coordinateur, que vous pouvez voir dans la série, d'Amazon, consacrée à Michigan, qui est allé chercher 22 transferts, dont plusieurs d'Arizona, donc des joueurs du Power 5 et s'il allait chercher ces joueurs à Arizona, je crois près d'une dizaine, c'est parce qu'il était, defensive coordinator là-bas avant de prendre les rênes de son alma mater. Voilà, donc cette injection de talent explique, ce résultat et aussi parce que la défense a été ultra agressive avec 3 turnovers provoqués, dont 2 interceptions et un pick six d'un ancien Irish, hein, qui était aussi passé par Arizona, Isaiah Rutherford. Je profite de ce moment-là parce que je pense qu'il sera jamais cité dans un autre podcast, que celui-là après cette rencontre Il y a moyen, ouais. et
Voilà, mérité pour UMass qui met fin à une série de 15 défaites consécutives face à des équipes FBS, beaucoup 15 défaites et c'est leur première victoire à l'extérieur depuis 2018. Comme quoi, toutes les séries ont une fin. Ouais, enfin, et ça fait plaisir pour eux. Ça fait plaisir pour eux, c'est le travail qui est récompensé, donc tu l'as dit, mérité. Et si vous vous rappelez de Taysun Pomachan, qui était le quarterback remplaçant de Trevor Lawrence à Clemson, figurez-vous qu'il est aujourd'hui à UMass et il a lancé 192 yards et a couru pour 96 yards. On passe aux actualités, on va en sortir quelques-unes et on va commencer par LSU, Ryan, avec, notamment Will Campbell, votre left tackle qui, récupère le numéro 7. Ouais, numéro 7 emblématique du programme de LSU qui récompensait jusque-là des joueurs, assez, comment dire? Assez talentueux, on va dire et qui représentaient beaucoup pour le programme. Brian Kelly a décidé d'en faire un numéro, qui récompenserait le joueur le plus talentueux, qui est natif de l'État, donc de Louisiane et pour la première fois, je crois que c'est la première fois du programme que, ce numéro ne va pas à une skill position. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une skill position, c'est, un poste, receveur, running back, DB, linebacker, et première fois du programme que ça vient du coup à un lineman. Je trouve ça cool de la part de, comment dire? De la part de Brian Kelly de le donner à un lineman, parce que, c'est très important de les récompenser et on sait que Brian Kelly aime ses linemen donc, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, ça fait un petit peu jaser, au niveau de la fanbase parce que beaucoup s'attendaient à voir, Harold Perkins récupérer le numéro 7, lui qui est aussi natif de Louisiane, et plus précisément de la Nouvelle-Orléans, je crois. Donc, ça fait un petit peu jaser, mais ouais, le la fanbase, elle est un petit peu, comment dire? Elle est un petit peu coupée en 2 dans le sens où tu en as beaucoup qui disent: «C'est bien de récompenser un O-line et je vois pas pourquoi Will Campbell le mériterait pas». D'autres qui auraient préféré récompenser un petit peu la nouvelle superstar du programme qui est Harold Perkins. Donc voilà. Voilà, voilà. Autre nouvelle, à LSU qui concerne, le match, de la nuit de dimanche à lundi, face à Florida State, c'est la suspension de Mason Smith. Alors Mason Smith, en fait, doit purger une suspension pour avoir reçu en 2021, avant que les règles de la NIL, soient mises en place, hein. Pas de rétroactivité de la loi. Il avait reçu un avantage indu, donc en gros, il a reçu, du fric, et ça Bah, en m'étonne gros, d'écrire, lui et Keishon Boutte ont reçu du fric pour, signer des autographes. Un peu de la voilà, c'est manière ça. de ce qu'avait fait, Manziel sur le docu, pour ceux qui auraient vu le documentaire sur Netflix. En gros, c'est à peu près le même problème et du coup, bah, il est suspendu un match contre Florida State. Mais il est Grosse fi c'est ça, dis-moi, c'est une Gus. très avant de parler du sportif, c'est compliqué parce qu'il a reçu la suspension l'an dernier. Le problème, c'est qu'il s'est blessé et donc forcément, il a pas joué toute la saison 2022, donc le match de suspension qui lui reste est effectif pour la week 1 face à Florida State Ouais, ouais, et ouais sportivement, catastrophe. et sportivement, c'est une catastrophe, hein, Mason Smith, c'est l'un des très, très gros noms, du college football à la position. C'est le genre de mec que tu as besoin sur tes gros matchs, surtout sur un match qui revêt une importance particulière entre les 2 programmes et là, pour le coup, Gus, ça jase très, très fort, que ça soit dans notre fanbase, mais aussi dans les fanbases de SEC, de manière plus générale. Bah, parce que les gens comprennent pas trop. Il y a un espèce de, il y a un petit truc un petit peu shady autour de tout ça, où en fait, c'est la personne qui aurait organisé les signatures qui finalement a balancé Mason Smith. La personne qui a annoncé la suspension et la sanction, c'est un mec, qui vient de Florida State et qui a déjà eu un emploi là-bas. Hem, les gens comprennent pas trop pourquoi le mec, il se mange une suspension aujourd'hui pour un truc qu'il a fait en 2021, en sachant qu'aujourd'hui les règles ont Mais changé et que c'est plus non, quelque non, chose que mais tu peux justement, sanctionner aujourd'hui. c'est ce que je disais, c'est qu'il a reçu la suspension l'an dernier, mais comme en fait il a pas joué pour cause de blessure et bah, Bah, ouais, mais il a pas pu purger, donc en fait ça revient maintenant en fait. Enfin, c'est la «blessure» entre guillemets le problème. C'est, la blessure en fait a décalé, sa suspension ouais, et sauf que malheureusement ça tombe face à Florida State.
Ouais, sauf que le problème, c'est que justement la sanction, nous, on n'en a jamais entendu parler. Cette histoire, elle ressort à une semaine du match contre Florida State. Personne n'était Ah au ça, je suis courant. d'accord. Il y a vraiment une espèce de truc un petit peu trouble autour de tout ça. Maintenant, bah, tu sais, voilà, c'est les grandes instances qui ont décidé et même si il y a des trucs bizarres, nous, on n'en saura jamais rien. Peut-être on saura, dans 10 ans qu'il y a eu des trucs bizarres, mais maintenant ce qui est fait est fait. On jouera sans Mason Smith, tant pis et je pense que au-delà de ça, hein, ça doit pas servir d'excuse. Non, non Je l'ai et ça assez peut dit même et ça répété. peut même servir de motivation. C'est ça et je l'ai assez dit et répété, LSU a largement le talent pour se permettre de se passer de Mason Smith sur le terrain, tout en restant compétitif donc voilà, voilà. Du talent, oui, hein. Je rappelle que c'était un 5 étoiles de la classe 2021 et il vient d'une ville en Louisiane qui s'appelle Houma et d'un lycée qui s'appelle Terrebonne. Un un bon Cajun. On repasse aux 2 derniers matchs, la week 0. Alors là, on va pouvoir aller plus vite avec d'abord Ohio San Diego State, hein. Les Aztecs ont battu les Bobcats, 20-13. Ça s'est un petit peu déroulé, en fait, comme on le redoutait parce que Curtis Rowe qui revenait d'une blessure, a pris une commo là sur une prise de catch. Donc après voilà, son remplaçant n'a pas pu faire ce qu'il faisait parce que je trouve qu'il avait fait un très bon début de match, hein. Ça a laissé présager une belle rencontre et il a tellement pas fait ce que Rourke, faisait qu'il a lancé 3 interceptions. Pas étonnant avec la défense, aussi très agressive. Bah, décidément, une défense agressive, cette week 0, il y en a, avec celle des Aztecs, hein, qui est très bonne. Mais voilà, on n'a pas eu un grand match et je pense qu'on peut y passer, sauf si tu as quelque chose à dire parce que, ça a Bon, pas ça je trouve que ça a pas été un match à la hauteur de l'affiche, tu vois? non, 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 clairement pas. Après, juste petit disclaimer, parce que tu as dit sur une prise de catch, voilà, c'est un fait de jeu, hein, c'est un blitz et sur le blitz, tu as Roure qui se baisse pour se protéger et ensuite il y a contact et malheureusement, ouais, il y a petite blessure. Sinon, j'appuie ton point, hein, défense très agressive, ça blitzait dans tous les sens, mais à côté de ça, je pense que ça annonce aussi une saison très compliquée pour les Aztecs parce que aussi bien leur défense est bonne, pour autant leur attaque est vraiment, vraiment, vraiment très moyenne. Je suis bien d'accord. Ils vont vraiment s'appuyer sur leur running back dont j'ai plus le nom, qui lui, pour le coup, a du potentiel. Mais autour de lui, Mmh. waouh, leur quarterback est vraiment pas bon Ouais, et Jalen Waddle? Un ouais, quarterback breakout? Wayden, un Whedon, truc comme ça, en espèce qui de avait joué double DB menace, en début mais d'année, ouais, mais en espèce de double menace qui est vraiment pas bon qui est pas et ouais, double tu l'as dit. menace. Ouais, ouais, c'est franchement, ça a été on s'attendait à mieux que ça et franchement, le match, pour le coup, on vous a recommandé des matchs. Celui-ci, on vous le recommande pas. C'était un début de match très compliqué. Il y a eu beaucoup d'erreurs à gauche et à droite. Ça se finit sur un petit score. C'est vraiment pas un bon match, pas beau. En plus, blessure de Rourke. Donc, vraiment, économisez-vous du temps et à la rigueur, regardez une de ces 2 équipes sur un autre match qui va suivre. Et Mais il y en économisez aura du un. temps. Mmh. Tu as regardé, Florida International Louisiana Tech? Ouais, 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 j'ai regardé. Bah, Louisiana Tech a battu, les Panthers sur le score de 22-17 avec un revenant, Hank Bachmeier. 25 ans ce vieux et d'ailleurs il continue. Alors, il a fait un match plutôt correct, on va dire, pour son niveau et pour le niveau de Louisiana Tech. Maintenant, le mec il a je crois 5 ou 6 ans d'expérience dans le college football et il continue à faire des erreurs catastrophiques parfois, notamment la première interception du match qu'il envoie il envoie une espèce de petite, touch pass, donc une passe un petit peu lobée au-dessus des linebackers. Mais il envoie en fait son gars dans je crois, c'est une triple ou quadruple coverage. Il y a 3 ou 4 joueurs autour de lui. Heu, Louisiana Tech a eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce match et eux, pour le coup, ils ont fait preuve d'une agressivité un petit peu, hem, péjorative. C'est-à-dire que là, on n'était pas dans une bonne agressivité. Il y avait beaucoup de flags, beaucoup de mauvais gestes. Ensuite, ça s'est un petit peu amélioré dans le match. Et malheureusement, quand ça a commencé à s'améliorer, tu as Florida International qui a commencé à lever le pied un petit peu et du coup, ça s'est vite complètement inversé la vapeur. Sur le début de match, Florida International avait vraiment, les mains, bien agrippées sur le volant et commençait à mettre vraiment Louisiana Tech dans le mal, hein. Je crois qu'à un moment, il y a 17-3 dans le match. C'est Hem, ça, avant le touchdown de Smoke Harris là, c'est le ça, c'est receveur, ça, qui a fait un beau match, c'est 11 ça. réceptions, Lui, ouais, pour le 155 coup, il yards a fait et un un très touchdown. bon match. Il a fait un très bon match effectivement.
Et ensuite, ouais, vraiment, c'est au début du match, Louisiana Tech a vraiment eu beaucoup de mal, hein. Ça jouait beaucoup sur les field goals. D'ailleurs, leur kicker en rate 2, il me semble. Mais ils ont eu vraiment du mal. Ce TD, il leur a fait vraiment beaucoup de bien. TD sur une slant ou une post, je crois, où il finit par aller au bout. Il traverse toute la défense, en faisant preuve d'un joli athlétisme. Donc ça a suffi pour battre Floride International, mais on n'est pas encore au bout de nos peines avec Louisiana Tech. On est encore en pleine reconstruction et comme je vous dis, ouais, une agressivité qui était mal maîtrisée et j'espère voir du mieux. J'espère que c'est pas les coachs qui instaurent cette espèce d'énergie un peu négative là, mais c'est le genre de truc qui pourrait vraiment leur coûter des matchs en cours de saison. On a fini de faire le résumé de tous les matchs de la week 0. On va passer à notre traditionnelle section nos MVP. Ryan, quel a été ton MVP, de cette week Écoute, 0? Il y a aucun suspense, donc plutôt que de te donner le mien, je vais te laisser donner le nôtre parce que, OK. Le on a nôtre tous est on a est tous le est même. celui de notre sondage, sur, Twitter, hein, avec 112 votes. Sam Hartman est arrivé, 1 avec 65 des voix. Ça n'a pas été comment dire? Une semaine et ça s'explique aussi par, le nombre faible de matchs, très prolifique, hein. On n'a pas eu de running back à 260 yards ou un receveur à 250 yards. Mais je pense que, voilà, c'est mérité pour Sam Hartman, hein. Je rappelle ses statistiques, 251 yards et 4 touchdowns à 19 sur 23. Capitaine de cette équipe, hem il y avait quelque chose, vous voyez? Et c'est celui qui jouait le match le plus important de la semaine, il a répondu présent, il y avait quand même beaucoup d'attentes, je pense que ça lui revenait de droit que de le considérer comme le MVP. Puis on en profite, hein, c'est la week 0, ça sera peut-être pas le cas les 12 autres, semaines. Donc, on le choisit ce soir. Ouais, on le choisit un petit peu de manière unanime et sinon, petit shout out à Zachariah Branch par contre que j'ai Ouais. vraiment kiffé. Lui, ça va être, on va s'amuser avec lui, je pense. Ouais, il y a moyen de le voir Mmh. abonné aux grosses actions pendant bien il est quoi? Il est true freshman donc pendant Trop 3 freshman, ans. ouais. Mmh. Ouais, on va le voir, je pense, pendant 3 ans, kiffer sa life, surtout encore une fois, on le dit, hein, mais les offenses de Lincoln Riley, c'est abonné aux highlights, donc notez bien le nom, vous risquez de le voir pendant un moment. Voilà, le premier épisode est dans la boîte, Ryan. J'ai plus qu'à te remercier. On n'a rien oublié, il me semble, hein, non, je pense Non, pas. je Je pense pense qu'on a pas, rien oublié. On a bien préparé cet épisode. c'est ça et ouais, bah, écoute, fin de premier épisode et c'est reparti, Gus, ça y est, la saison elle est Mmh lancée frérot. et la week 1 en plus, Ryan, ne commence pas samedi. On aura des matchs dans la nuit de jeudi à vendredi avec notamment Guigui, un déplacement déjà de Nebraska à Minnesota et enfin la cerise sur le gâteau, un déplacement de Florida à Utah. Ça on est vraiment bien et après dans la nuit de vendredi à samedi, il y aura un duel entre les 2 Miami, Miami at Ohio et Miami en Floride. Voilà, il y a de quoi manger. Restez sur The Trick Play, vous aurez toutes les informations. Il y aura les live tweets. Heu, on va exploiter Elio là, cette semaine pour qu'il fasse les live tweets et voilà Ryan. ouais, ouais, carrément. D'ailleurs, petite précision, petite annonce aussi pour vous prévenir que, la chaîne, YouTube de The Trick Play devrait reprendre un petit peu d'activité, cette saison. On va essayer de la relancer un petit peu parce que c'est vrai qu'on l'avait un petit peu désertée par manque de temps et manque de moyens. Donc pour ceux qui préfèrent suivre, les épisodes en podcast ou notamment les lives qu'on va pouvoir faire, sur Twitch et malheureusement on sait que tout le monde a une vie de famille, une vie professionnelle. Si parfois vous manquez des lives, J'aime bien ce le qu'on malheureusement tout le monde a une vie de famille. bah oui, parce qu'on connaît notre commu, on sait que les mecs sont des fans, hardcore de football et je suis Tu as marqué persuadé un point. que je suis persuadé que si tout le monde pouvait se créer, tu vois, sa petite salle du temps, un peu comme dans Dragon Ball, dans laquelle tu passes 1 minute, mais en fait, tu peux y rester 24 heures. Je pense qu'il y a beaucoup de 24 heures. Ouais, si, c'est ça, c'est 24 heures, je sais plus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le ferait pour regarder les matchs de college football. Donc ouais, voilà, petite info, vous pouvez revenir nous voir sur YouTube pour ceux qui préfèrent cette plateforme-là. On essaiera d'y mettre, donc comme on vous a dit, tous les podcasts et la plupart de nos lives
de nos rediff live. Donc voilà, voilà. En sachant qu'on a aussi d'autres petites surprises qui devraient arriver sur la chaîne YouTube, mais ça, on vous en dit pas plus pour l'instant. Notamment de Kevin. Bon, salut à tous, salut Ryan et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour One to Six et le résumé de la week 1. Salut à tous. Ciao, ciao.